Bonjour à tous et merci d'être présents, même si c'est la dernière session de la journée, même s'il fait chaud, et même si ceux qui ont la chance d'avoir des places pour la Traviata doivent s'éclipser peut-être pas trop tard. En tout cas, merci d'être tous présents ici pour cette table ronde intitulée « Jusqu'où ira la mutation des fonctions régaliennes de l'État ?» c'est-à-dire par exemple pour la police, la justice, l'armée. Nous allons donc nous interroger, je dirais, sur la santé, la qualité, en tout cas des outils qui sont employés dans chaque État, ou en tout cas on va essayer de le faire. Sur tous ces sujets, est-ce qu'au fond l'État a encore son mot à dire? Doit-il déléguer, externaliser? Au regard de ce qui se passe évidemment chez nous, mais bien entendu dans d'autres pays, avec d'autres cultures qu'en Europe, aux États-Unis par exemple, au Brésil ou en Chine. Voilà, on est ensemble en tout cas jusqu'à 18h45, mais on n'est pas trop pressé parce que, a priori, personne d'autre après nous. Merci en tout cas à Françoise Benamou, que je salue, d'avoir assuré la coordination de cette table ronde. Et c'est en fait Françoise qui va, je dirais, introduire cette table ronde sur ce thème qui peut paraître très large, mais qui me paraît d'une grande actualité. Françoise. Merci Gilles et merci aux intervenants. Merci à tous aussi d'être là. Douglas Kennedy remerciait tout à l'heure les organisateurs pour cette invitation au hammam du Cercle des économistes. Alors nous allons donc prolonger cet exercice de transpiration, mais avec un débat dont je suis sûre qu'il montrera que l'exercice en question en valait la peine. Alors, nous allons parler à présent des fonctions régaliennes de l'État, sans doute une expression française ou anglaise, mais qui parle moins dans des pays comme les États-Unis. Alors, sur la définition de ce que nous appelons les fonctions régaliennes de l'État, sur lesquelles nous reviendrons plus en détail, un consensus se dégage pour en énoncer au moins trois: la justice, la sécurité et, bien entendu, la défense intérieure et extérieure. On pourrait ajouter la diplomatie. Il est vrai qu'en d'autres temps, on ajoutait la monnaie, mais ce sont des temps qui sont en large partie révolus. Alors ce noyau dur de la place de l'État a-t-il vocation aujourd'hui à s'affaiblir sous l'effet d'un certain nombre d'éléments sur lesquels je vais revenir, ou au contraire à se renforcer? Ce sera la question que nous allons poser. Les éléments de réponse pourraient être avancés de deux points de vue. Le premier point de vue est celui du périmètre de l'exercice de la souveraineté, et le second du point de vue de la gestion des missions relevant de cette souveraineté. Alors quelques mots sur le périmètre. On observe bien sûr aujourd'hui un changement de la donne, car de nouvelles incertitudes apparaissent et elles sont nombreuses. Parmi celles-ci, bien sûr, les incertitudes environnementales, catastrophes naturelles et industrielles qui sont fortement imbriquées les unes aux autres. On pense bien entendu à Fukushima, mais pas seulement à Fukushima. Des éléments d'incertitude avec sans doute parfois une sous-estimation du risque et des coûts aussi, qui appellent des réponses qui sont à la fois nationales et transnationales pour être efficaces. Et puis des réponses d'autant plus importantes que tout cela est accompagné d'émotions collectives qui impliquent une nouvelle demande d'État. Incertitude et changement aussi du point de vue des forces en présence, avec l'affaiblissement de certains pays, la montée d'autres, mais surtout pour nombre de pays, la notion même de souveraineté prend un contenu qui est sans doute différent de celui auquel on a l'habitude de se référer dans les pays occidentaux. Élément aussi de changement et d'incertitude avec l'émergence de forces nouvelles, ça peut être celle d'entreprises, quelquefois même celle d'individus, et je pense qu'on pourrait revenir là-dessus, mais aussi le rôle des réseaux sociaux, pour le meilleur, on pense aux révolutions arabes, ou pour le pire, avec la commercialisation de données personnelles qui peut aller très loin. Et des pouvoirs supranationaux avec des pouvoirs décisionnels et coercitifs qui sont souvent d'ailleurs décevants quand on en attend quelque chose. J'ajouterai un point là-dessus sur ce changement de périmètre et le rapport qu'on peut avoir à lui. Ce sont les sociétés civiles qui ont un rapport qui change avec l'État souverain. Je pense aux travaux de Rosan Vallon sur la démocratie de surveillance aujourd'hui exercée par les citoyens qui exercent donc une fonction à la fois de vigilance et de diffusion nouvelle des informations. Alors sur la gestion, rapidement, peut-être trois remarques. La première est que sans doute deux facteurs d'évolution se superposent.
à la fois la montée du niveau de l'endettement public. Il faut rappeler peut-être juste deux données, on pourrait en avancer beaucoup. Le budget de la défense américain, 700 milliards de dollars, dont 140 simplement pour l'intervention en Irak, et une dette publique qui atteint 100% du PNB. Mais ça n'est pas seulement la montée de l'endettement public qui change le rapport qu'on peut avoir à l'exercice des fonctions régaliennes de l'État. Je crois que c'est aussi la montée de l'idée que la gestion privée pourrait être supérieure par nature à la gestion publique du point de vue de son efficacité. Y a-t-il pour autant recul de l'exercice de la fonction régalienne? Celui-ci reste très fort, la souveraineté des États restant encore dominante, bien entendu, mais cet exercice se délègue par micro-parties, pourrait-on dire. Délégation de fonctions de surveillance, par exemple dans les aéroports, de justice, c'est la question du règlement des litiges qui passe au privé, ou gestion des prisons qui, pour partie, peut être déléguée à des organismes privés. Certains pays, notamment les émergents, restant très rétifs d'ailleurs à toute forme de délégation. Le troisième point sur la gestion, et je finirai là-dessus, est que le bilan demeure à faire, bien entendu. On peut peut-être avancer juste une remarque à partir d'une énième, d'ailleurs, étude qui vient de sortir sur l'évaluation de la privatisation des prisons aux États-Unis, sur laquelle reviendra, bien entendu, M. Messick. Dans l'Arizona, on envisage de doubler le nombre de détenus relevant d'une gestion privatisée. Dans l'Ohio, en Floride aussi, on envisage d'augmenter ce nombre. Or, une étude vient de sortir qui montre que le coût par détenu serait plus élevé dans le cas de la gestion privée. Non seulement cela, mais surtout que les établissements qui font appel à de la gestion privée effectuent une sélection, en quelque sorte, des bons détenus, c'est-à-dire ceux qui sont les moins coûteux. On retrouve des travaux de Hart, Schleifer et Vichy, par exemple, sur les gardiens de prison, qui montraient les moindres chances de réinsertion lorsque les prisons sont privatisées. Donc voilà quelques pistes de réflexion que je lance à nos invités et je laisse à Gilles le plaisir de les présenter. Merci beaucoup Françoise, on peut dire que le décor est planté. Donc autour de nous, sept invités, vous allez voir avec des profils et des parcours tout à fait différents, et donc je pense que ça va faire vraiment la richesse de ce débat. Donc Richard Messick, Banque mondiale, à la Banque mondiale depuis 1997, spécialiste du secteur public. On se souvient notamment de ce qu'il a pu faire contre la corruption. José Akash, physicien du GEO, premier directeur du groupe Earth Observations. Maya Bakash-Beauvalet, Télécom Paris-Tech, maître de conférences en économie, spécialiste de l'emploi public et des fonctions régaliennes, justement. Guy Canivet, ancien premier président de la Cour de cassation et membre du Conseil constitutionnel depuis 2007, qui planchera sur la spécificité et l'organisation du système judiciaire français. Faut-il confier, c'est un peu ce que disait Françoise il y a un instant, certaines missions privées ou pas, point d'interrogation. J'ai le plaisir d'accueillir Nelson Azevedo Robim, ministre de la Défense du Brésil, qui va traiter de la question de la sécurité intérieure et extérieure. Pierre-Raoul Duval, associé du cabinet Gilles Loit-Desnoël, qui parlera également du champ judiciaire et du respect des libertés. David Rotkopf, président et chief exécutif de Gordon Rotkopf, qui parlera, lui, de l'État, des nouveaux États, et même une expression qu'il nous expliquera sans doute, des demi-États. Et donc autour de nous, sept invités, vous allez voir avec des profils et des parcours tout à fait différents, et donc je pense que ça va faire vraiment la richesse de ce débat. Donc Richard Messick, Banque mondiale, à la Banque mondiale depuis 1997, spécialiste du secteur public. On se souvient notamment de ce qu'il a pu faire contre la corruption. José Akash, physicien du GEO, premier directeur du groupe Earth Observations. Maya Bakash-Beauvalet, Télécom Paris-Tech, maître de conférences en économie, spécialiste de l'emploi public et des fonctions régaliennes, justement. Guy Canivet, ancien premier président de la Cour de cassation et membre du Conseil constitutionnel depuis 2007, qui planchera sur la spécificité et l'organisation du système judiciaire français. Faut-il confier, c'est un peu ce que disait Françoise il y a un instant, certaines missions privées ou pas, point d'interrogation. J'ai le plaisir d'accueillir Nelson Azevedo Robim, ministre de la Défense du Brésil,
qui va traiter de la question de la sécurité intérieure et extérieure. Pierre-Raoul Duval, associé du cabinet Gilles Loit et Mouel, qui parlera également du champ judiciaire et du respect des libertés. David Rothkopf, président et chief exécutif de Gordon Rothkopf, qui parlera, lui, de l'État, des nouveaux États, et même une expression qu'il nous expliquera sans doute, des demi-États. Voilà, donc on va démarrer avec vous, Richard Metzig, pour une dizaine de minutes. Ce sera en quelque sorte l'introduction de ce débat. Well, thank you very much. It's a pleasure to be here this afternoon with you. And I think all of us on the panel appreciate your attendance here, given the time of day and the temperature of the room. I'm delighted to have been invited here to talk about this very important and very topical subject. And as I understood, we were asked today to address 3 questions. Can the state delegate its core responsibilities for security and justice? I should say there is a word in British English for régalienne. It's called prerogative power. But for those of us from recently established countries, that it has no meaning. So in the United States, and I suspect in at least one other country represented on the panel, the notion of prerogative power is a foreign one. But in any event, can the state delegate these core functions? Even if it can, should it delegate these functions? And finally, are the answers to the first 2 questions different in states with a different tradition of statehood than the traditional European conception? I should start by giving you some of my thoughts on these 3 questions, and to give our interpreters who have been, I'm working hard all day, a bit of a rest, and also to demonstrate my fluency in the French language, I thought I'd answer the 3 questions in both English and French. So the answer to question 1 is yes, or oui. The answer to question 2 is perhaps, or peut-être. And the answer to question 3 is no, or non. Now that I've shown you that I am fluent in French, I'll give the interpreter a chance to earn their keep for the rest of my talk. My discussion of is question 1 and 2. It reflects my experience as a student of American public policy and as someone who's worked in and around the United States government over the years. I think the answer is, can these core powers be delegated? Well, the government of the United States has certainly demonstrated that one can. The word Blackwater may come to mind, where certain functions of security were delegated to a private contractor. Madame Benhamou already mentioned the question of privatizing prisons, the incarceration of convicted criminals in the United States. And indeed, there are a number of other examples from the United States one can cite, so it surely is indeed possible to delegate these functions. Of course, the harder question to answer is, should these functions be delegated? And I'm afraid the answer here from the US is a bit mixed. The prison privatization that Madame referred to is, as she noted, the most recent study indicates it didn't save much money. Now, that study, as you can imagine, is contested by companies that make their profit running prison systems. And I think even if you look at that study that was recently published, what you'll see is it's a mixed picture. A well-run private company that takes its obligations seriously can indeed run a particular prison some places at some times for less money than a state or the federal government
where it's poorly managed and poorly run. But in the United States, I think, and of course, the reason for privatization is driven by fiscal demands to have more, do more with less. So if we could save money by turning the prisons over to a private firm, let's do it. But there's always been an undercurrent of unease about that approach. And it's a sort of a moral question. The power of the state is perhaps no more personalized with respect to an individual than when that individual's freedom has been completely taken away for a lengthy period of time. And is that really, do we want that function on a moral basis contracted out to a company that in the business of earning profits for shareholders? And that debate, I think, is in some sense more interesting and more substantive than the, well, in this circumstance it's less expensive if it's run by the state, in that circumstance it's more expensive. And I think that mixed answer and that unease underlies my answer to the third question, where I'd like to put on my World Bank persona, which is, what about states that aren't from the core European tradition, the North American, Canada, US, Japan, members of the OECD? Can they delegate their function? Should they delegate these functions? Well, I think the first thing to remember is there are some states that have no choice but to delegate. And I'll cite two recent examples, Haiti and Nigeria. In the case of Haiti, the US government, with the agreement of senior Haitian officials, prosecuted senior members of the state-owned telecommunications firm for accepting bribes from an American company to give that company the contract. The government of Haiti simply didn't have the capacity to, in the current circumstances and post-earthquake situation, to stage a trial involving complex matters of economics and finance. My second example would be Nigeria, where the government of the United Kingdom is currently prosecuting a former governor of the Delta State, the Niger Delta State, who is alleged to have stolen in bribes and embezzlement something approaching $1 billion, more or less. Nigeria has much more of a judicial infrastructure than Haiti, of course, but the gentleman in question has bought his way out of a number of cases in Nigeria and threatened the judges, prosecutors, and police that would pursue him in Nigeria with assassination on a number of occasions. And it's simply a question of raw power. He's, within the United Kingdom, he's simply another ordinary decent criminal, as they call them there, and perfectly capable of being locked up, prosecuted, and incarcerated. So neither Nigeria or Haiti had much choice when it came to whether they should delegate that function or not. And you'll see a pattern in some of our bank client countries where law enforcement authorities are turning to countries with strong legal systems to assume powers of prosecution and investigation that they simply can't exercise. So I think that's my first point about states that are not core European, core OECD countries. But again, I think there's a more interesting question than the practical one of the existence of power, and that is the question of whether the delegation of these core functions isn't hollowing out the state, and whether the idea of delegation itself doesn't reflect, and with all due respect to those who are professional economists in the room, a bit too much economistic thinking about how states operate. If we think of the state as nothing but a principle
that has agents that work for it, and we take the issue of the public service as one of a principal agent problem, then we can think about delegating any power, and it's simply a question of monitoring the agent to ensure the agent behaves the way the principal wants it to. Now, we've gone several steps that way in OECD countries under the influence of the new institutional economics and its progeny in public service, the new public management. And perhaps in countries that have lots of strong quasi-independent governmental institutions, that have a strong media, strong civil society, even groups like the Circle of Economists, the monitoring of the agent can substitute and be a perfect substitute for something in my country, in France, in the countries that I know, we used to call something like a public service ethic, a devotion to duty, a willingness to treat citizens equally that you find in all the countries within the European tradition. In the countries I work in, that value of public service ethic is sorely lacking. And at the same time, we have no circle of economists, no strong independent auditor general. Like yesterday, I gather, the Minister of Interior in this country was not at all pleased to find out that the government here, at least in the view of the Auditor General, was not discharging its core responsibility of security quite as well as at least the auditor thought. But you have all those institutions that can perhaps make a difference. In Benin, in Burundi, in Thailand, and the countries that I work in, we're sorely lacking those institutions. And so what I think we've tried to do over the last... Je vais juste vous demander de bientôt conclure, s'il vous plaît, Monsieur Messick. Désolé. Is instill within the people that would work for those governments a public service ethic. And if we hollow that out, if we say you can delegate everything, it seems to me we'll never get there. Thank you. Je laisse tout de suite la parole à Monsieur le ministre Nelson Azevedo Robin, ministre de la Défense du Brésil, pour 8 minutes. Muito obrigado. Eu tenho a necessidade de falar em português. Eu saúdo os organizadores do evento e os meus colegas de mesa. Como pragmático que sou, não cultivo predileções filosóficas essencialistas. Lembro-me de Nietzsche. As convicções são o inimigo mais perigoso para a verdade do que a mentira. Por isso, sustento que o fluxo da realidade não pode ser plenamente capturado, nem mesmo por intermédio das construções teóricas mais sofisticadas. É preciso admitir que as funções do Estado estão, como sempre estiveram, em transição. Tal transição é percebida em certos momentos históricos como mais lenta ou mais acelerada. Recordo-me do esquema conceitual proposto por Renouvin e Durosel para análise da história nas relações internacionais. As relações internacionais, estariam condicionadas pela permanente interação entre, de um lado, o sistema de causalidade, ou seja, a movimentação lenta de estruturas, e, de outro lado, o sistema de finalidade, ou seja, o processo decisório. Ao peso e à lentidão do primeiro, o sistema de causalidade, estariam associados à leveza e à rapidez do segundo, ou seja, o processo decisório. Esse esquema contempla o imprevisto, momentos singulares em que a movimentação lenta de estruturas e o processo decisório operam de modo a provocar a irrupção de mudanças bruscas. Inversamente, em determinadas circunstâncias, o sistema de causalidade é de tal maneira preponderante que aos homens e mulheres do Estado, por mais que se esforcem, torna-se impossível escapar às injunções pelo sistema impostas. Com isso, afirmo que não devemos nos impressionar demais pelos ritmos cambiantes das mudanças. Devemos estar preparados para avaliar
de forma circunspecta aquilo que se encontra em mutação e o que permanece relativamente intocado. A discussão sobre o papel do Estado acompanha, em boa medida, a moda intelectual dos estudos sobre a globalização ou mundialização, como preferem nossos amigos gauleses. Utilizo o termo moda para salientar as precárias bases de nosso conhecimento sobre o processo de fertilização cruzada entre os planos domésticos e internacional. Devemos admitir, não há consenso sobre o que significa globalização, termo utilizado exaustivamente, sobretudo depois da queda do Muro de Berlim e da Primeira Guerra do Golfo. De fato, a globalização transformou-se em uma moldura conceitual vazia, em que tudo se encaixa e tudo se abarca. No entanto, os seguintes fenômenos parecem-me claros. Primeiro, a intensificação dos fluxos financeiros globais. Segundo, a fragmentação em escala planetária das cadeias produtivas. Terceiro, o aumento do comércio internacional. Quarto, o surgimento de uma incipiente e problemática sociedade civil internacional. E quinto, o adensamento de problemáticas transnacionais que exigem respostas coletivas, no caso do meio ambiente, crime, tráfico de drogas, entre outros. Aceleração das transições tecnológicas. Sétimo, a ampliação espacial das interações estratégicas, que se processam em 5 dimensões, incluindo o espaço e o cyberspace, e a compreensão da percepção sobre o espaço e o tempo. Muitos desses fenômenos representam novidades, se não de gênero, pelo menos de escala. Ocorre que não sabemos ao certo como esses processos interagem para produzir uma ruptura qualitativa com as estruturas políticas, econômicas, sociais e culturais que herdamos da construção westphaliana. A discussão sobre o papel futuro do Estado encontra-se necessariamente enquadrada por essa incerteza primordial. Devemos, em nossos cálculos, abandonar perspectivas teleológicas, unilineares, e ter a humildade de pretender apenas, e só apenas, errar menos ou errar pouco. Um dos grandes erros das ideologias triunfalistas que vicejaram no pós-Guerra Fria foi o de desconsiderar a política como processo histórico aberto e sempre passível de recuos. Imagino o futuro das funções típicas do Estado, como a conhecemos, de modo bastante cauteloso. Não consigo vislumbrar, no mercado ideológico internacional, alternativas claras ao Estado. Mais do que isso, não consigo vislumbrar melhores alternativas de organizações das coletividades humanas. É evidente que a minha perspectiva está inescapavelmente condicionada pelo lugar que ocupo na estrutura do Estado do meu país. No entanto, se a suposição de que o universo social se encontra plenamente em fluxo está correta, não devemos desprezar a capacidade da adaptação do Estado. Este último não é, em hipótese alguma, uma vítima inerme da globalização. Essa perspectiva, aliás, faz tábula rasa das imensas disparidades institucionais entre os aparatos estatais das distintas nações. Antes, o Estado é um ator ativo nesse processo. Da mesma forma que não é possível falar de capitalismo no singular, pois as suas variedades locais são múltiplas, não é possível falar em efeitos unívocos e transversais disso que, de modo impreciso, chamamos de globalização. Este raciocínio também serve para que encaremos os Estados em sua diversidade, uma vez que as suas características variarão de acordo com, pelo menos, os seguintes condicionantes. Peso relativo do sistema internacional, conformado por aspectos materiais como economia, tamanho do território, população, etc. Segundo, inércia gerada pelos processos de formação histórica. E último, questões culturais. É a tentativa de comparar o Ocidente com o Islã, sem compreender o Islã e pretendendo que o Islã seja um obediente do Ocidente. Se é verdade que o sistema internacional em si mesmo constitui uma estrutura de incentivos que fomenta o isoformismo, é igualmente verdadeiro que essa tendência jamais anulará as diferenças entre os Estados.
Os Estados, em suas variadas modulações particulares, não vão desaparecer ou sofrer modificações radicais no horizonte previsível. Tanto o mundo neomedieval, onde predomine a fragmentação, quanto outro cenário na monarquia universal, onde predomine a concentração, não são substitutos desejáveis dos Estados nacionais westfalianos. O neomedievalismo representaria o aniquilamento de qualquer ideal universalista, em sua vertente mais positiva, ou seja, a crença na igualdade de todo e qualquer ser humano. O governo mundial suscitaria o temor do arbítrio e, ao seu modo, induriziria ao irredentismo particularista. A nossa sorte é que nenhum dos dois extremos desse contínuo parece plausível de ocorrer no plano fático. A meu juízo, conheceremos no futuro estruturas de governança global de múltiplas camadas e geometrias variáveis. O Estado será um entre os vários atores que farão parte desse enredo. No entanto, ele continuará a ser o ator primordial por muito tempo. As formas dos relacionamentos entre os Estados, organizados em torno da ideia de nação, e desses com o sistema internacional e o plano doméstico, continuarão em mutação lenta. A internet, os modernos meios de comunicação e o transporte não vão gerar revoluções no sentido lato da expressão. Não há clareza sobre tendência irrecorrível à criação de superestados, dos quais a União Europeia seria o grande exemplo, ou a fragmentação tipificada nos chamados failed states. As condições absolutamente particulares que ensejaram o projeto europeu e a sua atual crise colocam em questão a viabilidade histórica e o seu potencial de gerar emulação em outras regiões do mundo. Do mesmo modo, o exemplo da estabilização no Haiti, para a qual o Brasil contribui decisivamente, demonstra ser possível, ao menos, evitar que esse tipo de Estado mergulhe no caos absoluto. Devemos recusar as perspectivas fatalistas que enxergam nos processos históricos destinos inelutáveis. É por isso que acredito que as estruturas extrativas e coercitivas dos Estados não seguirão a trajetória única. No Brasil, veremos muito provavelmente uma evolução cautelosa dessas estruturas, o que não significa que não seja impossível pensar em mecanismos de coordenação entre os Estados vizinhos. Na América do Sul, trabalhamos para que as políticas de defesa dos países do subcontinente se coordenem, de modo que essa coordenação seja ela própria fator de dissuasão de ameaças extra-regionais. A formalização da independência do Banco Central dificilmente se processará no horizonte de curto e médio prazo. Notem que o Banco Central do Brasil já opera de maneira independente na prática. Contudo, a formalização desse status encontra resistências em vista do entendimento que não deve haver instituições, por mais relevantes que sejam, impermeáveis aos escrutínios da representação popular. No plano das estruturas coercitivas, meu país rejeita, de forma radical, a ideia de que seria legítimo terceirizar o emprego da força por meio da utilização do setor privado. As funções relacionadas ao provimento de segurança e defesa devem permanecer fortemente ligadas ao Estado, único ente dotado de legitimidade para exercê-las. Isso não quer dizer que o setor privado não possa prover uma série de serviços ancilares. A hotelaria, por exemplo, no caso das prisões, porque, ao fim e ao cabo, o que está se discutindo na privatização de prisões é a hotelaria das prisões, e não o exercício do poder de polícia, que é do Estado. A essas atividades, como diga-se de passagem, já se faz de alguma forma. Monsieur le ministre, juste, je précise que votre temps de parole est quasiment écoulé, pour ne pas dire écoulé. No Voilà, caso merci brasileiro, beaucoup. encerro, no caso brasileiro, o monopólio do emprego do poder coercitivo permanecerá na linha da conceituação weberiana adstrita aos agentes do Estado. Eu insisto, o exemplo do meu país não será necessariamente, nem deverá ser necessariamente, seguido por outros. Na linha da não linearidade e da geometria variável, haverá discrepâncias sensíveis entre as trajetórias seguidas por distintas unidades estatais. Digo isto para afirmar que nós temos que caminhar por um caminho de tolerância e de reconhecimento das divergências e das desigualdades. Obrigado. Le sujet
sujet que je voudrais évoquer aujourd'hui est un sujet un petit peu particulier, surtout nouveau, qui est un domaine de la sécurité qui en fait est l'extension moderne de la sécurité civile, qui est ce qu'on appelle, ce que François Benamou a appelé la sécurité environnementale. C'est un domaine, ceci de particulier, que la question ne se pose pas de savoir si les États doivent ou peuvent externaliser un certain nombre de leurs responsabilités et de leurs fonctions régaliennes. C'est un domaine dans lequel l'externalisation ou l'internationalisation est inévitable. Alors, d'abord, de quoi s'agit-il? Bon, je pense que c'est assez familier pour tout le monde maintenant. C'est ce qu'on appelle sécurité environnementale, c'est la sécurité sanitaire d'abord, c'est le problème des Escherichia coli il y a quelques semaines, le problème de la vache folle qu'on a connu avant, la grippe H1N1, comment faire en sorte que ces épidémies n'aient pas d'impact ou encore mieux ne se développent pas. La sécurité alimentaire, le problème d'assurer une constance de la fourniture alimentaire. J'expliquerai pourquoi c'est un problème environnemental beaucoup plus qu'un problème économique et financier. Et puis évidemment les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les séismes, les volcans dont on voit les impacts croissants, les volcans sur la circulation aérienne et bon, les tremblements de terre et les tsunamis, je n'ai pas besoin d'insister. Et puis évidemment le changement climatique, avec ce qu'il apporte de conséquences directes, et aussi la façon dont le changement climatique aggrave la plupart de ces problèmes-là, que ce soit les problèmes de catastrophes naturelles, où les cyclones deviennent plus intenses, plus fréquents, sans doute, les épidémies, dont beaucoup sont liées à des changements environnementaux, à l'exception quand même des tsunamis et des tremblements de terre. Je dis ça parce que j'ai lu après le tsunami que c'est à cause du réchauffement climatique qu'il y avait une augmentation du nombre de tsunamis. Donc ça, c'est malheureusement le genre de choses qu'on lit dans les journaux, mais ça reste absolument faux. Et puis il y a une dernière catégorie qui entre également dans ce domaine-là et qu'en tout cas on doit traiter de la même façon, c'est ce que Françoise Benamou a mentionné, qui sont les catastrophes industrielles et les pollutions. L'exemple du golfe du Mexique et de la fuite du puits BP, et puis bien sûr récemment l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima à la suite du tremblement de terre. Le premier constat qu'on peut faire à cet égard, c'est que c'est des problèmes qui ne relèvent plus simplement aujourd'hui, ne peuvent plus relever simplement aujourd'hui des pompiers. Je dis les pompiers parce que dans le temps, la sécurité civile, c'était les pompiers qui traitaient les inondations, les feux. Aujourd'hui, on a des problèmes qui sont d'une ampleur tout autre. La deuxième, je dirais la première caractéristique de ces problèmes, c'est que ce sont des problèmes fondamentalement globaux. C'est-à-dire que la cause est une cause globale partagée et que par conséquent, essayer de traiter ce problème comme un problème de sécurité nationale, comme un problème de défense, est assez vain. Je vous ai donné les différents exemples. Le climat, l'agriculture, les épidémies, c'est strictement globaux. Les problèmes d'eau, les problèmes de pollution sont des problèmes qui sont un peu plus régionaux. Et puis il y a même maintenant un certain nombre de problèmes émergents qui sont liés à la production de l'énergie et à l'extraction des matières premières. Le problème des schistes bitumineux dont on a beaucoup parlé en France, qui est un problème transfrontalier. Le problème évidemment du nucléaire. Et le fait que la France décide de rallonger de 10 ans la durée de vie du réacteur numéro 1 de Fessenheim, alors que les Allemands, à 3 km de là, décident, eux, d'engager un moratoire sur leur programme nucléaire, montre que tant qu'il n'y aura pas de cohérence internationale sur ces actions, elles sont au mieux inutiles. Et puis il y a deux sujets plus récemment qui viennent de sortir dans l'actualité. Le problème de l'exploitation des terres rares au fond des océans. Vous savez que l'approvisionnement de terres rares est un problème majeur. On vient de découvrir qu'en fait il y avait probablement 1000 fois plus de terres rares disponibles au fond des océans qu'il n'y en avait en Chine. Le problème, c'est que les exploiter coûtera cher et surtout polluera considérablement. Dernier exemple dans les échos avant-hier. Le début de l'exploration pétrolière en Arctique, maintenant que la Norvège et la Russie ont signé un traité sur leurs frontières communes. Donc on voit qu'il y a toute une série de problèmes qui sont fondamentalement des problèmes globaux. Et pour traiter ces problèmes, eh bien, l'échelle nationale n'est plus l'échelle adéquate. En général, pour traiter un problème de sécurité environnementale, il y a la réponse. La réponse, ça peut toujours être nationale, mais c'est vraiment le dernier rideau, c'est comment on va traiter la crise.
Mais tous les problèmes et d'adaptation et surtout de ce qu'on appelle mitigation, de mitigation, c'est-à-dire d'essayer de réduire, d'agir sur les causes davantage que sur les conséquences, sont des problèmes qui ne peuvent se traiter qu'à l'échelle internationale. Et on peut prendre, je vous donnerai quelques exemples pour illustrer ça. Donc on a là une situation où un problème qui est un problème de sécurité, qui est donc fondamentalement une fonction régalienne et qui doit nécessiter un partage de responsabilités et de décisions. Comment on fait ça? On a besoin d'un certain nombre d'institutions, on a besoin d'un certain nombre d'outils. On a besoin d'instances internationales de concertation et d'instances qui soient capables de mettre en place des décisions qui soient des décisions des décisions contraignantes. Alors ça, en principe, le système des Nations Unies fournit le lieu de la concertation, que ce soit l'OMS, la FAO pour l'agriculture, la Convention sur le changement climatique, sur le climat, l'AIEA pour l'énergie atomique. Mais ce sont des instances de concertation, ce sont rarement des instances de décision. Et c'est clair que ce système a été développé pour réaliser cette concertation. Il n'est plus adapté aujourd'hui pour faire face à ces problèmes. Deuxième chose dont on a besoin, c'est des instances de surveillance et de vérification et également des outils de surveillance et de vérification. Alors les outils de surveillance et de vérification, c'est ceux dont je m'occupe, cette organisation, le GEO, dont vous entendez parler pour la première fois, une organisation à Genève qui fait une fédération mondiale de tous les systèmes d'observation et de surveillance de la planète. Et puis, il faut une expertise technique. Le GIEC, le fameux groupe d'études sur le climat, en est l'exemple. A priori, ça paraît simple. Il y a 4 problèmes qui s'opposent ou qui, en tout cas, empêchent la mise en place de toutes ces instances. Le premier, c'est celui que Francis Fukuyama a souligné dans la séance d'ouverture hier. C'est le problème du rejet, de la perte de confiance dans les administrations et les États et du rejet de la bureaucratie, la montée du populisme, qui a été un thème récurrent des discussions, en tout cas hier en début d'après-midi. Et il ne faut pas croire que cette suspicion épargne le système international et les systèmes des Nations Unies. Il est exactement traité à la même eau par les opinions. Et donc on a là une véritable difficulté. Au niveau des instances d'expertise, on aurait pu penser que le GIEC était relativement à l'abri et sanctuarisé. On constate que, compte tenu des différents problèmes, des hésitations qu'il y a eu, ça n'est pas le cas et il y a là aussi une perte de confiance. Deuxième problème, financement. Tout ça coûte cher. Créer des outils de vérification, créer des outils de surveillance, ça coûte cher et on se heurte une fois de plus au problème du financement. Alors ça a une conséquence vertueuse qui est que ça oblige les États à fédérer leurs outils et à partager dans une certaine mesure leurs ressources. Et puis, troisième problème, le fait que les États sont extrêmement réticents à l'existence d'une entité externe de surveillance et de vérification. Les États ne veulent pas que quelqu'un vienne leur dire « vous ne faites pas ça comme il faut ». Et le fait est que dans tous les accords mis en place sur le climat comme Kyoto, le mécanisme de vérification qui prévaut est un mécanisme de déclaration spontanée. Ce sont les États eux-mêmes qui disent « mes émissions cette année, ça a été tant ». Et ce que le système des Nations Unies vérifie, c'est que la façon dont ce chiffre a été calculé répond à un certain nombre de critères. Mais pas du tout. Personne ne vérifie si le chiffre est exact. Et donc ce problème de la véracité des déclarations est assez compliqué. Et donc il faudrait des organismes de vérification, et ça, c'est une véritable atteinte à la souveraineté, donc c'est vraiment difficile à mettre en place. Et enfin, quatrième obstacle qui est moins connu, c'est le problème du partage de l'information, le problème de l'accès aux données. Les États, d'une façon générale, ne souhaitent pas partager leurs données environnementales qu'ils considèrent comme des données de sécurité nationale. Il y a l'exemple très connu de la question de l'eau entre l'Inde et le Pakistan. L'Inde et le Pakistan ne s'échangent pas la moindre donnée sur l'eau alors qu'ils partagent le même bassin versant. Mais ce n'est pas limité aux pays qui sont en situation de tension. Il y a de vraies traditions culturelles différentes d'ailleurs entre l'Europe et les États-Unis sur la façon dont les données publiques sont utilisées. En Europe, comme on veut essayer de rentabiliser le service public, on a tendance à d'accord, je ne savais pas que ça venait de là, le temps est écoulé. Comme on a tendance à rentabiliser le service public, les services publics ont tendance à
à restreindre à ne pas partager les informations qui sont obtenues. Écoutez, je peux conclure là. Les termes du débat sont posés. On a besoin de cette gouvernance internationale de la sûreté environnementale, de la sécurité environnementale. On voit quelles sont les instances pour le faire. On sait quels sont les problèmes qui nous dérangent. C'est ça dont on peut débattre. Merci. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Guy Canivet, membre du Conseil constitutionnel. Merci. Merci. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité, ce qui démontre qu'on ne néglige pas complètement le droit dans ces instants économiques. Ce qui est pour moi aussi une grande angoisse, parce qu'à chaque fois, il me faut masquer Parlez un petit peu plus près du micro, merci l'incapacité infiniment. du droit à appréhender des phénomènes économiques, sociaux ou environnementaux tels que ceux qui viennent d'être décrits. Alors mon propos se limitera à essayer de vous expliquer la théorie constitutionnelle française sur cette question des fonctions régaliennes. Pour commencer par le commencement, la notion de fonction régalienne procède d'un dogme du droit public, dogme selon lequel l'État ne peut, sans se dénaturer, déléguer certains pouvoirs qui constituent sa souveraineté. C'est un principe assez simple. Par conséquent, l'État ne peut ni déléguer ses missions ou ses fonctions à une entité publique internationale, et c'est toute la question de la délégation de pouvoir à l'Europe. Il ne peut le faire non plus à une entité publique interne. C'est toute la question de l'autonomie accordée à certaines collectivités en France, par exemple les collectivités d'outre-mer. Et enfin, c'est notre sujet, me semble-t-il, il ne peut pas non plus déléguer ses missions, ses fonctions à des entités privées. C'est toute la question des partenariats publics-privés. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est qu'à l'exception de certaines fonctions qui relèvent de la monnaie, du crédit ou d'échange, l'exercice, le monopole de l'État dans l'exercice de ses missions de souveraineté ne repose sur aucun fondement économique. Autrement dit, il n'y a pas de justification économique. La seule justification, c'est une pure théorie du pouvoir. C'est une théorie de l'État. Et cette théorie, on doit le constater, ne correspond pas à la réalité, puisqu'on verra bien, on a vu déjà qu'en fait, l'État, directement ou indirectement, confie ou abandonne au secteur privé des fonctions purement régaliennes. Il le fait soit pour des raisons d'efficience, on en a déjà parlé, soit pour des raisons politiques, construction d'une entité supraétatique ou accession de certaines parties du territoire à l'autonomie, ou encore incapacité de l'État à exercer ses fonctions, soit enfin pour des facteurs culturels. Il y a des domaines où traditionnellement les fonctions régaliennes sont exercées par des opérateurs privés. Alors, le principe de souveraineté se trouvant dans la Constitution, c'est la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a cerné les contours de ces fonctions régaliennes. D'abord, ces fonctions, elles sont énumérées par la Constitution, et je ne vais pas en faire la liste, elles vont de la nationalité, c'est-à-dire on ne peut pas déléguer à un opérateur privé le fait de constater qu'une personne soit ou non de nationalité française, jusqu'au droit électoral. On ne peut pas non plus déléguer à un opérateur privé le soin d'organiser des élections, mais on a vu ça dans des États où précisément les structures s'étaient effondrées. Tout l'exercice des missions qui se rapportent à ces domaines juridiques donc, ne peut être abandonné à des organes autres que l'État. Et la jurisprudence du Conseil constitutionnel a précisément fixé les contours de cette interdiction à propos de domaines particuliers, peu nombreux, il est vrai, qui sont soit le domaine de la police, soit le domaine de la justice, à propos des prisons, des missions de surveillance ou des missions de police judiciaire. Et en fixant ces principes, le Conseil constitutionnel a posé des aménagements et des exceptions. Des aménagements, d'abord, dans la manière dont on fixe le domaine de cette exclusivité de l'action de l'État. Si on prend l'exemple des prisons, sur lequel s'est prononcé le Conseil constitutionnel, eh bien, la doctrine française permet de concéder à des opérateurs privés beaucoup de tâches en ce qui concerne les prisons, sauf les fonctions de direction et les fonctions de surveillance, c'est-à-dire l'État conserve le contrôle du cœur, en quelque sorte, du métier pénitentiaire, mais on peut abandonner au secteur privé la construction, l'équipement des prisons. On peut aussi abandonner à des opérateurs privés des tas de fonctions à l'intérieur des prisons, sauf les fonctions de surveillance et accessoirement les fonctions de greffe, puisqu'elles comprennent des fonctions d'authentification qui sont réservées aux États. Et on va aussi même permettre des exceptions à cette interdiction de délégation lorsqu'on est sous la pression des événements. Après les événements du 11 septembre 2001, il a fallu
introduire des missions de sécurité dans les aéroports. Il n'y avait pas d'administration ni de service de police qui pouvait faire ça. Et une loi a permis qu'on confie la fouille des bagages dans les aéroports, à certaines conditions, qu'on a voulu limitatives, mais qui ne le sont pas tellement, à des opérateurs privés. Enfin, après avoir énuméré ces exceptions, j'en viens à des domaines où les aménagements sont traditionnels, et notamment en matière de justice, où on a une tradition de la délégation de fonctions de justice à des personnes privées. Il y a de nombreux prestataires de services divers, qu'il s'agisse de juges, officiers ministériels, officiers publics, auxiliaires de justice, avocats, greffes, etc., qui contribuent à ces missions de justice, de sorte qu'on a bien du mal à faire le départ entre ce que l'État s'est réservé et ce qu'il a délégué à des professions plus ou moins contrôlées. Et précisément, en matière de justice, c'est là, me semble-t-il, où l'État va le plus loin, assez curieusement, en matière de délégation de ses fonctions régaliennes. Alors, je ne parle pas de la justice internationale, on en a parlé tout à l'heure, parce que ce n'est pas déléguer des fonctions de justice à des opérateurs privés, mais c'est déléguer à des entités supranationales qui sont les cours pénales internationales ou générales ou spécialement créées. Mais je veux aborder une forme de justice purement contractuelle qui est la justice arbitrale. Dans la justice arbitrale, qu'elle soit internationale ou nationale, l'État abandonne l'exercice de la justice aux parties au contrat, qui peuvent contractuellement choisir leur juge. Et on voit bien que c'est un abandon considérable, et si considérable que même l'État abandonne la possibilité de rendre la justice, mais il se soumet lui-même, lorsqu'il est parti à des contrats, à une justice internationale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé la justice internationale, c'est pour que les États ne puissent pas peser sur des juges au point de briser leur impartialité, de manière à donner crédit à ces contrats internationaux. Donc, en matière de justice, l'État va très loin dans l'abandon de ses fonctions, pas si loin que ce soit un abandon total, puisqu'il va reprendre la main, si j'ose dire, pour contrôler la légalité des sentences arbitrales rendues et leur donner force exécutoire lorsqu'il faudra les exécuter par la force. Il y a un autre domaine où la justice abandonne beaucoup de ses fonctions régaliennes, en tout cas associe beaucoup d'opérateurs privés à la fonction judiciaire, c'est dans la composition des juridictions. Les juridictions qui sont composées d'autres personnes que des agents de l'État sont très nombreuses. Il n'y a qu'à commencer par les cours d'assises, qu'on veut maintenant étendre aux tribunaux correctionnels, mais aussi toutes les juridictions professionnelles. Les conseils de prud'homme, les tribunaux de commerce sont composés en majeure partie, ou si ce n'est exclusivement, de personnes privées. Et puis on va intégrer d'autres personnes dans de multiples organismes à fonction juridictionnelle qui seront des professionnels. Et là encore, l'État va très loin, pas au point d'abandonner tout, puisque toutes ces juridictions particulières s'insèrent dans une organisation juridictionnelle qui, elle, est totalement contrôlée par l'État. Et comme je disais tout à l'heure, la force exécutoire pour exécuter les décisions rendues par ces juridictions est réservée à l'État ou à des agents de l'État. Donc on a, en matière de justice, des délégations fortes, et même des délégations encore plus importantes, dans des fonctions judiciaires extra-juridictionnelles. Par exemple, on va abandonner un secteur associatif, toutes les missions d'enquête sociale, par exemple, ou des missions de contrôle de personnes placées sous contrôle judiciaire ou en semi-liberté. Ce sont des associations auxquelles l'État va confier de telles missions. Et même le confier à des entrepreneurs. En matière de police scientifique, on confie des missions très importantes à des laboratoires qui sont des laboratoires privés, ne serait-ce que, par exemple, pour faire des recherches sur les traces ADN. Donc, on voit bien qu'entre le principe de l'interdiction de délégation et le domaine particulier où on va les exercer, il y a une différence considérable. Et je vais terminer sur 4 brèves remarques. D'abord, sur cette distance entre le principe d'interdiction et la réalité. On voit bien que là, il y a un problème de rationalité, puisqu'il y a des cas dans lesquels on va accorder des dérogations, ne sont pas toujours justifiables rationnellement du point de vue économique et même du point de vue politique. Pourquoi, par exemple, consentir autant de délégations en matière de justice est tellement scrupuleux en ce qui concerne les fonctions de police ? Le Conseil constitutionnel a rendu récemment une décision censurant une loi qui permettait à des agents autres que ceux de l'État de visionner des images captées sur la voie publique, de visionner, même pas les enregistrer. Donc on voit que selon les domaines, on est plus ou moins sourcilieux, et ça ne me paraît pas relever beaucoup de justifications, si ce n'est des justifications dogmatiques. Deuxième problème, c'est que confier au secteur public des missions régaliennes
oblige la mise en place de processus d'évaluation pour savoir si le secteur privé les réalise mieux que le secteur public, on en a déjà parlé, et aussi sur la manière dont il exerce ses missions. Il n'y a qu'à voir au sujet que posent ces questions d'évaluation et de contrôle, le dernier rapport de la Cour des comptes sur la vidéosurveillance, et on voit bien on a créé un dogme de délégation de la vidéosurveillance au secteur privé, alors qu'on voit bien que c'est cher et pas rentable. C'est ce que dit la Cour des comptes, en tout cas. Troisième observation, c'est que la question du poids du secteur privé sur ses missions régaliennes ne se limite pas à la question des délégations de missions. Je prends un exemple. En matière de preuves pénales, on a beaucoup progressé avec des preuves scientifiques. Il n'y a qu'à voir les tests ADN dont on parle énormément maintenant. Eh bien, ces techniques-là ont été inventées par le secteur privé. Elles sont exploitées par le secteur privé. Donc on voit que pèse sur l'exercice de ces missions régaliennes, l'administration de la preuve pénale, des techniques mises en œuvre par des opérateurs privés qui gouvernent en quelque sorte la manière dont s'exercent ces missions de surveillance. Enfin, dernière observation, c'est le poids des marchés. On a parlé tout à l'heure de la question des prisons, on peut être très long sur ce sujet, il y a une littérature considérable, mais je voudrais faire une observation, c'est que à partir du moment où on délègue à des opérateurs privés la construction et l'exploitation par des opérateurs privés, on fait émerger des poids économiques considérables. Les opérateurs qui interviennent dans la construction des prisons aux États-Unis, par exemple, ont un poids politique considérable. Et on voit bien que ces opérateurs ont un tel point, c'est qu'ils sont capables d'influer sur les décisions publiques, sur les politiques publiques, et notamment sur les politiques pénitentiaires. Et je suis sûr, les études le montrent, qu'il y a une relation entre déléguer et créer un poids considérable aux opérateurs des prisons aux États-Unis et de voir augmenter, comme par hasard, la politique pénale américaine qui pousse à utiliser de plus en plus l'emprisonnement. C'est sur cette question que je voulais terminer. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je passe la parole à Pierre-Raoul Duval pour la même durée, c'est-à-dire environ 8 minutes. Merci. Juste quelques mots pour vous soulager, Gilles. Je vais faire, lorsque l'on en parle dans mon jargon, plaider par observation. Plaider par observation parce que j'ai tiré la courte paille, parler après le président Canivet de problèmes juridiques et en grande partie constitutionnels, relève de la gageure que je ne voudrais pas relever. Et donc je voudrais juste me contenter de faire quelques petites remarques. La première concerne l'idée qui me paraît importante, c'est que à partir du moment où l'on assiste, et c'est le cas, à une mutation des pouvoirs légaliens, même s'il est très faible, ce qu'il importe en contrepartie, un peu l'effet miroir, c'est qu'il faut renforcer les droits de l'État, parce que c'est en renforçant les droits de l'État que l'on préserve l'État de droit. Alors si l'on fait une délégation de mutation, il faudra veiller de manière très attentive à ce que cette délégation soit en réalité encadrée. Ce que l'on a vu ces 30 dernières années, ça a été non pas une mode, mais un grand courant, peut-être inspiré d'ailleurs d'une manière libérale et pour certains ultra-libérale, qui a consisté à dire qu'il y avait un rôle excessif de l'État. Et ça a touché de nombreux domaines de l'économie et a soulevé maintes interrogations sur l'importance et l'étendue des fonctions régaliennes. Ce qui est certain, c'est que la crise que nous avons vécue récemment, en 2008, et le retour de l'État et de son rôle que l'on voit un peu partout, est un fait absolument acquis, sans lequel, vraisemblablement, on aurait vu se poursuivre des remarques dans le genre « le public coûte cher et ne marche pas, externalisons tout ce qui peut l'être ». Tout ça, je crois, un coup d'arrêt a été donné à cela. Cette crise a mis en sourdine les appels à une externalisation massive. Et dans le domaine juridique et dans le domaine des affaires internationales, ça s'est traduit par un arrêt du développement tout azimut de ce que l'on appelait la soft law, au bénéfice d'un retour en grâce de la réglementation. Et je pense que c'est une bonne chose parce que c'est un critère de sécurité juridique d'avoir un cadre réglementaire et non pas un cadre de soft law qui varie au gré des idées et des intérêts des uns et des autres.
Alors, cette mutation des fonctions régaliennes ne va pas cesser en réalité, parce qu'il y a une tendance. Ce sont des tendances qui sont non pas lourdes, mais c'est des tendances qui vont se poursuivre. Je ne reviendrai pas sur les frontières du régalien, c'est assez immuable. La définition qui en a été donnée, défense, diplomatie, justice, sécurité intérieure, je pense que ça demeurera étanche à toute mutation. Et je reviendrai un petit peu dans l'ordre européen, où là on est sur un plan légèrement différent, parce que en réalité, il s'agit là d'une nouvelle approche de mise en commun de souveraineté et non pas de question d'abandon de souveraineté. Donc la question là n'est pas une question de mutation de pouvoir régalien, mais de mise en commun de certains éléments de souveraineté. Le mot d'abandon de souveraineté, nous avons été invités ce matin à l'abandonner d'ailleurs. Donc, cette mutation que l'on va voir pas à pas, qui peut être exprimée de diverses manières, mais je crois que ce que l'on peut dire d'une part, c'est que cette forme de sous-traitance sous le contrôle sera toujours limitée. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit de manière tout à fait explicite et brillante par le président Canivet sur les limites, sur les fonctions annexes, sur ce qui peut être délégué ou non. Mais je crois que ce qui est très clair, c'est qu'il ne faut pas confondre, bien évidemment, sous-traitance des tâches et privatisation des missions régaliennes ou que ce soit, et qu'il ne peut s'agir que de délégation ou d'externalisation et de rien d'autre, et que le respect des droits de l'État, je l'ai déjà dit, est une condition sine qua non du respect de l'État de droit. Et que donc ça suppose une très grande attention de la part de l'État en ce qui concerne la définition, la responsabilisation, le contrôle, voire la sanction lorsqu'il y a des problèmes au niveau de ces mutations que l'on voit clairsemées ici et là, apparaître ici et là. Dans le domaine international, et ça sera très brièvement ma seconde série de remarques, on peut, me semble-t-il, résumer la situation ainsi. Premièrement, en ce qui concerne les pays émergents sont pour la plupart d'entre eux formidablement souverainistes, de sorte que la mutation des pouvoirs régaliens est loin de faire l'actualité. C'est même un understatement of the year. Pour leur part, les institutions internationales ont des pouvoirs régaliens qui ne sont pas encore au rendez-vous. Sinon, on le saurait, même si elles sont le vecteur de décisions communes majeures, et l'histoire récente le prouve. En revanche, on assiste en Europe à la naissance, en tout cas à la naissance d'un exercice en commun de fonctions régaliennes. On l'a déjà dit, c'est l'exemple le plus évident, c'est celui de la monnaie, avec une banque centrale et indépendante, et une monnaie unique. Nous sommes dans le partage du régalien pur, même si, comme Françoise a dit tout à l'heure, la monnaie est peut-être aujourd'hui un peu moins régalienne qu'elle en est dans le passé. En tout cas, on voit un bon exemple. Mais ça n'est pas simplement de la monnaie, on voit d'autres exemples de missions communes, missions de défense commune, l'ébauche d'une diplomatie commune. Et là encore, on verra si le traité de Lisbonne a un effet plus important que celui que l'on voit mettre en œuvre en ce moment. Mais ça va également plus loin, c'est la mise en commun d'achats militaires, de moyens de contrôle aux frontières, et même l'attribution de compétences de puissance publique nationale à des polices étrangères, dans le cadre de missions très précises, bien évidemment. Mais la mutation dont il s'agit ici n'est pas liée à une délégation de l'exercice de fonctions régaliennes, mais elle résulte d'une volonté de partage de souveraineté, dans un souci de renforcer le pouvoir régalien et le respect de la règle de droit. On se met à plusieurs pour que ce soit plus efficace. Il s'agit donc en réalité d'une véritable coopération renforcée, et l'on avance doucement avec un processus qui est accéléré parfois au gré des crises qui démontrent l'évidence d'un intérêt partagé. Et d'ailleurs un peu regrettable de penser que c'est simplement à l'occasion des crises que subitement on se réveille pour ce qui me paraîtrait quand même relever plutôt de l'évidence. Mais le fossé est encore grand, et on le sait bien, entre certaines mises en commun de souveraineté. On a par exemple la souveraineté monétaire et pour prendre un autre exemple, la conduite d'une politique économique commune à l'échelon européen. On est encore loin du compte. C'est donc une mutation qui est en marche, mais à petits pas. Et puis, comme Guillaume Pépi nous a dit tout à l'heure qu'au cercle des économistes, on a le droit de tout dire, j'en terminerai par une suggestion que je ferai à Françoise.
de ce que pourrait être une mutation exemplaire d'un pouvoir régalien. Je m'aventurerai à suggérer que le contre-espionnage économique soit confié au cercle des économistes. Votre déclaration finale en serait transformée, vous allez vous régaler. Je vous laisse le soin de passer le message à Jean-Hervé Lorenzi, mais de grâce, ne dites pas qu'il vient de moi. All of you, you've survived this far, and you have our sympathies. We're very close up here in every way possible. I'm not sure what value each of my words will have except for one thing, and that is with each word you will be closer to leaving. So value them. I would like to pick up on some of the themes that have come up through here, but do it by taking a step backwards. And I would say that, you know, it's sort of framed a little bit by a quote from British playwright Tom Stoppard, who in his play Arcadia says, "It's the best time to be alive when everything you know is wrong." And I feel as though we are living in one of those moments. The old definitions of things like states and state prerogatives and the international system, the old rules, the old systems themselves, they just simply don't apply anymore. Or rather, they apply less and less. And as a consequence, the void that is created is more and more dangerous. The last time I think that the system was at such a variance with the rules and the needs of the system may well have been the beginning of the 17th century, at which time you had the 30 Years' War and the creation of the idea of the nation state, which sort of survived along even though it morphed throughout. I think the last time public expectations were as out of step with the ability of states to meet their obligations to the public may have been 1848. So we're dealing with a big pivotal moment in history, if I'm right. Now, you know, what has been discussed here is the erosion of the pillars of state power, the erosion of the idea of the state. And as I said on an earlier panel today on failing states, everything is relative, and in fact, all states are failing to some degree. Similarly, in all states, these fundamental pillars of power have been eroded to some degree. Clearly, here in Europe, we don't have to explain about currency, and in fact, at the beginning of the panel, it was even just taken off the list because states have ceded that authority. But the control of borders was a fundamental prerogative of states, and clearly in the area of globalization, a lot of the control of borders has been ceded. The rule of law, interestingly, as it grows more developed, actually takes prerogatives away from the state because there is a system. The state does not get to arbitrarily impose its force. It must work within the rule of law. And so you may see that as a construction of the state, but it takes away one of the prerogatives. Similarly, force has evolved through time, and it has become more and more costly to wage modern warfare is available to fewer and fewer states. So perhaps there are 24, perhaps there are 17 or 18 states that truly have the ability to project force across their borders for any protracted period of time. There are only a handful with nuclear capabilities. There's only one state in the world that has the ability to fight a war anywhere, anytime, for a protracted period of time. So force is less one. And diplomacy, well, diplomacy used to be how international relations took place. Now the vast majority of international relations that take place are private sector to private sector, individual to individual. The notion of couriers carrying a briefcase from one country to another is antiquated and quaint. And so all of these things have fallen. Meanwhile, we've had the rise of private power. That began also in the beginning of the 17th century. And I'll talk about that a little bit more in a minute.
And then there is this third phenomenon. And the third phenomenon is that there is a void when it comes to global governance. All the global institutions that we have, with due respect to the World Bank and so forth, are weak by design or dysfunctional by accident, or dysfunctional by the pursuit of somebody's self-interest. There are no strong supranational institutions that can really apply coercive force in any way, or coercive power in any way. And we know this, and we know that this void is a big void because we've talked about climate change on this panel and the inability of the international community to rise to that challenge. We've seen it with the failure to regulate global financial markets. We've seen it with the proliferation of transnational security threats that there are no real mechanisms to deal with. We've seen it with the voids created by failed states that produce within those states international threats or cause. We've seen it with labor imbalances that cause economic imbalances, and we have an inability to deal with them. And so we have these three phenomena: the erosion of the state, the rise of private power, this global void, and it's created a new set of players. It's not all international. The basic unit of international interaction is not just the state anymore. You have states, and then you have, and states I define, and I mentioned this in the earlier panel, but it's important here. The states I define as those entities that have the bulk of those powers, those prerogatives that we've talked about, and there may be 20 or 30 that still have significant power in each one of those areas. And then there are probably 150 states that have to be characterized as semi-states, because they just don't have the kind of power that used to be accrued to states. This doesn't mean they don't have sovereign rights, they don't have needs, this is not a degradation of them. It's just simply a reality that there are these semi-states. And one of the ways you know they're semi-states is there are probably 2,000 private entities in the world, companies, corporations for the most part, that have greater financial resources, international reach, political clout, sometimes land resources, than the 150 semi-states. And so that also creates a new set of big players that are out there. And if you ask yourself, well, what do you mean? Sweden's 29th, 30th largest country in the world, Exxon, one of the biggest companies. Who has more power over the climate issue? Sweden or Exxon? Who is actually able to project force and change political outcomes in Africa? Sweden or Exxon? We can do this with a lot of companies, but the point is this balance has changed, and these super citizens have risen up and are players on the same stage as the semi-states and the states. And then there are citizens. There are all of us. And we are a bit hostage to a misunderstanding of the idea of sovereignty, or the twisting of the idea of sovereignty, because sovereignty is not a right of states. Sovereignty is something that is a right of citizens that is ceded to states in exchange for a social contract, exchange for meeting the terms of a social contract. And if the state can't meet the terms because it can't protect you, because it can't project force, it can't deal with global threats that are the real issues, then somehow that sovereignty is being passed from the individual to the wrong actor. And it needs to be passed on to an actor that is actually capable of fulfilling the terms of the social contract. And so if transnational threats exist beyond the capabilities of states, then we need to cede power upward. Now, here, surrounded every day as we are by news of the Eurozone faltering and questions about whether the EU will hold together, there's got to be a question in people's minds: is this supranational idea, outmoded? Was it a fantasy? I don't believe it is, and actually I believe that what we'll see in this crisis will be a recognition that there is no going back at this point, and that there must be a coalescing, because there only in the collaboration is it possible to meet the specific needs that need to be met. And this will, of course, I suspect mean that with monetary union must come some form of fiscal union, or at least applying the rules that were set with Maastricht. But this is an evolution, and I wouldn't get hung up in this issue
This is a process of hundreds of years. And if the state isn't up to what it was supposed to be up to, we need something else. And if the bigger threats are global, then we need global mechanisms to deal with this. Now, I would say that what's happening here in Europe is blazing the trail towards the kind of mechanisms we are going to have here. And this gets me to my last point and the last issue that I want to address. Because I talked about the rise of these super citizens, within every state, one of the critical issues with regard to power is balancing public and private power. And that private actors have gained all these prerogatives. They can venue shop, they can find the tax treaties they like, they can relocate, they can draw from different labor pools, they can manipulate political outcomes by political donations, they can do a lot of things. And the question is, how do you balance public and private power? And 20 years ago, at the end of history, as Francis Fukuyama would have put it, we thought that, you know, communism lost, American capitalism had won, and it was all worked out. Except that's not what happened. What happened was that we entered a new world of competing capitalisms, and this was mentioned by the minister in passing, but it's an important point. You've got authoritarian capitalism in China. You've got what I might call democratic development capitalism in Brazil and India. You've got European version of capitalism. You've got an American version. You've got entrepreneurial states that have a kind of a small state, different version of capitalism. All have a different balance. The one thing I would say with regard to this is, other than the United States, where the balance has shifted very heavily towards the private sector and leaving it to the markets, everybody else has a much bigger role for government. And it is my suspicion that that's where we're headed, to something that's a balance between a European and an Asian model. And this notion of the triumph of the American model is going to be something we'll look back on from this bubble period we just lived through as a fantasy that ended somewhere around the same time as this last financial crisis. So. Merci beaucoup. Merci. Dernière intervenante, donc Maya Bakache-Beauvalet. Merci. Bien, merci à tous d'être encore présents et à Françoise Benamou de m'avoir convié à cette table ronde. Donc moi, je travaille beaucoup sur la performance des fonctionnaires. Donc je vous propose de prendre comme indicateur de ma performance ce soir le nombre de minutes qui va nous séparer de la fin de cette conférence. Alors, pourquoi travailler sur les fonctions régaliennes ? Parce que simplement, les fonctions régaliennes ont été le laboratoire des différentes réformes de l'État. Et le laboratoire de deux types de réformes qu'on a évoquées. Le premier type de réforme, c'est la délégation au privé de certaines fonctions, donc en fait l'externalisation ou la privatisation de ces fonctions. Et deuxième temps de la réforme, qui peut dater des années 80 ou 90 en France, ce sont des réformes de type managérial, donc qui consistent à augmenter la performance des fonctionnaires. Et encore une fois, pour les fonctions régaliennes, on a assisté très tôt à la mise en place des réformes de type managérial. Quand on pense au système judiciaire en France, par exemple, dès les années 2000, on a des travaux sur la mesure de la qualité du système judiciaire, alors que plus globalement, la LOLF en France, votée en 2001, ne sera mise en place qu'en 2006, et que la RGPP, comme vous le savez, donc la Révision générale des politiques publiques, date de 2007. Donc à ce titre, les fonctions régaliennes ont servi de laboratoire à la fois dans le temps et dans les expérimentations de ces deux types de réformes. Pourquoi étudier les fonctions régaliennes ? Aussi parce qu'il me semble qu'elles véhiculent, au-delà de tout ce qu'on a pu entendre, aussi du symbolique. Richard Messick en parlait au début. Dans les fonctions régaliennes, on a du symbolique, et donc on ne peut pas tout à fait les comparer à d'autres types de fonctions, comme par exemple les entreprises publiques, la SNCF, la Poste ou France Télécom. Alors, donc je vais aborder ces deux points-là, à la fois les contours donc, des fonctions publiques régaliennes et les réformes de type managérial. Alors, quand on regarde les contours, ce qui est très important de bien avoir en tête, c'est qu'en fait, la part des emplois de type fonction régalienne, dans l'ensemble des emplois, cette part-là est très stable, à la fois dans le temps et entre pays. Autrement dit, si on fait du benchmarking, mot qui tient à cœur à beaucoup de consultants en termes de réforme de l'État, si on veut faire du benchmarking, faisons-le correctement. Et lorsqu'on regarde les fonctions régaliennes, on assiste en fait à une convergence des pays développés, je parle bien là en l'occurrence des pays de l'OCDE, et donc on a un taux relativement stable, autour de 8% des emplois sont des emplois de type fonction régalienne.
avec très peu d'écart. La variance, donc la moyenne des écarts à la moyenne est de moins de 0,5 points, donc c'est vraiment tout à fait négligeable. Les vrais écarts, quand on compare les différents pays de l'OCDE, se situent sur les emplois de type santé, de type éducation, et pas du tout sur les emplois de type donc, régalien. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ces fonctions régaliennes correspondent à ce qu'en économie on appelle, donc ce sont des actions subsidiaires au marché, mais qui sont là pour accompagner le marché. C'est-à-dire que ce sont des fonctions de loi et d'ordre qui sont là pour permettre au marché de fonctionner correctement. Et donc à ce titre-là, il y a un fort lien, une forte corrélation entre le taux d'emploi de type régalien et le développement économique. Et donc pour des pays de développement économique comparables, on assiste bien à un taux de ces emplois comparables. Donc lorsqu'on parle de réforme de l'État au sens de délégation, il faut bien avoir en tête qu'on va parler du statut de ces emplois et pas du nombre ou de la taille de ces emplois. Autrement dit, la vraie réforme, elle est sur la question de savoir si ces emplois sont bien de type public ou de type privé, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont de type statut public, fonctionnaire, ou est-ce qu'ils sont du type CDD, CDI, etc. Donc c'est bien sur le management que finalement va se cristalliser la question de savoir si ces fonctions régaliennes sont spécifiques ou pas. Est-ce qu'on les gère différemment d'un emploi privé? Est-ce que les incitations au travail vont être différentes ou pas? Donc j'en viens à mon deuxième point, deuxième temps, qui est donc la réforme des fonctions régaliennes, au sens où la réforme des fonctions de management au sein de l'emploi public. Alors, cette question-là date en France d'un rapport absolument célèbre et formidable de Jean-Jacques Lafon en 2000, qui a bien mis le doigt sur le cœur du problème, qui était... il disait ça en manière un peu choquante, en disant « les fonctionnaires sont à la fois paresseux et incompétents ». Paresseux parce qu'on ne voit pas pourquoi ils bosseraient alors qu'ils ont un salaire fixe, et incompétents parce que les compétents vont bien dans le privé où ils sont payés à leur juste valeur. Donc il était très provocateur et donc il montrait bien que le système de rémunération avec un salaire fixe était préjudiciable à l'effort et à la performance, à ce titre-là, à la fois parce qu'il désincitait à l'effort et parce qu'il sélectionnait les moins bons ou les moins productifs. Alors, cette phrase un peu provocante, un peu agressive de Jean-Jacques Lafon était évidemment complétée par une étude plus approfondie, parce qu'il savait bien que les travaux économiques autour de ce qu'on appelle le personal economics, ou l'économie des ressources humaines, montrent bien que les choses sont un peu plus compliquées que ça. Pourquoi? Parce que les incitations à la performance ont des avantages, qu'on voit bien, mais ont aussi des effets pervers. Donc je ne vais pas vous fatiguer davantage sur les effets pervers des incitations à la performance, mais je vais insister simplement sur quelques points essentiels qui concernent les fonctions régaliennes. Premier point qu'a évoqué Françoise et Richard tout à l'heure avec l'exemple des prisons, c'est qu'en fait, dans les fonctions de type régalien, on a ce qu'on appelle un emploi multitâche. Autrement dit, l'employé, qu'il soit de statut public ou privé, a face à plusieurs tâches, et certaines de ces tâches sont qualitatives et peu facilement mesurables. Et donc, dans ces conditions, c'est ce que montrent de nombreux auteurs dont Shlomo Milgrom, par exemple, donc lorsque on incite l'agent à travailler pour un indicateur, en fait, en pratique, c'est l'indicateur le plus quantifiable qu'on va prendre en compte, et donc on va l'inciter à allouer son effort vers ces tâches quantitatives et facilement mesurables. Je prends un exemple que vous connaissez, qui donc dans le rapport de la Cour des comptes il y a quelques jours sur les politiques de sécurité, où il montre bien qu'il est beaucoup plus facile de réduire la délinquance si on regarde par exemple le délit de détention de drogue que de mener des enquêtes approfondies et longues pour remonter les filières de vente et de revente, par exemple. Donc là, l'argument est très simple, il est repris dans le rapport de la Cour des comptes donc de cette semaine, où on voit bien qu'il y a un arbitrage dans l'effort qu'on va mettre entre les tâches faciles, donc rentables de ce point de vue-là, de l'indicateur, et les plus complexes. Et donc, Shlomo Milgrom et Lazir, donc les fondateurs de l'économie du personnel, montrent bien que dans ces emplois-là, il est très dommageable d'avoir recours à des indicateurs de performance et à des incitations à la performance, encore une fois, parce qu'on incite l'agent à allouer son effort vers des tâches les plus quantitatives. Deuxième argument, en termes d'égalité, on a parlé donc de l'importance de l'égalité des usagers, ici des citoyens quant aux fonctions régaliennes. L'argument est ici le même. Si vous incitez l'agent à améliorer sa performance, en fait, vous l'incitez à rentrer en contact, à améliorer son effort pour l'usager le plus performant, c'est-à-dire l'usager qui va augmenter l'indicateur. Là encore, on avait fait un travail sur le système judiciaire absolument passionnant, où on montrait bien que lorsque la durée moyenne du procès, par exemple, baissait, ce qui était le cas dans nos études, baissait de 50% en France, la durée moyenne pouvait baisser, mais les affaires les plus courtes,
voyez leur durée augmenter. C'est-à-dire qu'il est plus facile, en fait, de travailler sur, sur la masse des affaires, et on va se mettre à négliger soit les affaires les plus compliquées, ça c'était intuitif, mais également les plus rapides. Donc on a des effets de distorsion, si vous voulez, de l'effort que va allouer l'agent aux différents usagers. Ce qu'on appelle un effet d'écrémage. Il y a aussi un travail passionnant sur la santé, qui montre bien que dans le système hospitalier français, c'est une étude récente de 2011 sur le système hospitalier français, qui montre comment, pour les maladies d'hypertension, par exemple, le taux de soins, enfin d'amélioration de l'état de santé s'était amélioré dans les hôpitaux, pas seulement parce que le numérateur s'était amélioré, c'est-à-dire le nombre de malades soignés avait effectivement augmenté, mais parce que le dénominateur avait été changé, c'est-à-dire qu'en fait les médecins se sont mis à inscrire moins souvent les malades dans le cas d'hypertension et à les traiter soit dans d'autres cas, soit même à refuser de les traiter pour les cas les plus graves. C'est un cas qu'on avait déjà observé dans un hôpital new-yorkais qui avait demandé à ses chirurgiens cardiaques de respecter un taux de mortalité pendant l'opération, de ne pas dépasser un nombre de morts par mois en l'occurrence. Et on avait observé que lorsque la fin du mois approchait, les chirurgiens arrêtaient d'opérer pour ne pas prendre le risque d'augmenter leur taux de mortalité. Donc il y a un effet d'écrémage, il y a un effet de distorsion de l'effort de l'agent suivant les usagers. Je termine parce que le temps passe, sur un autre effet qui me semble tout à fait fondamental, qui sont les motivations intrinsèques. Richard Messick parlait de l'éthique du fonctionnaire et que les économistes ne pouvaient pas la prendre en compte. Donc, en tant qu'économiste, je me dois de défendre ce point. Donc, quelques économistes prennent en compte l'aspect de valeur au travail, et on parle de motivation intrinsèque. Donc la motivation extrinsèque, c'est évidemment la rémunération, et la motivation intrinsèque, c'est le plaisir qu'on a à travailler. Et dans la fonction publique, ce point est tout à fait important, parce qu'il y a une étude récente sur les motivations des fonctionnaires qui montre que plus de 80% d'entre eux, dans les fonctions régaliennes, donc plus de 80% d'entre eux déclarent que l'intérêt général est très important dans leur métier. Donc on a bien une forme de culture importante pour ces fonctions-là. Donc j'en reviens à mon point, qui est que on pouvait penser qu'on pouvait oublier ces motivations intrinsèques-là. Or, il apparaît que lorsqu'on augmente les motivations extrinsèques, on diminue les motivations intrinsèques. Autrement dit, quand vous payez les gens, ils travaillent, parce que travailler plus pour gagner plus, ça marche, mais leur motivation intrinsèque diminue. Et dans le cas des fonctions régaliennes, comme elles sont très importantes, c'est réellement problématique. Donc il y a un exemple, donc le temps est écoulé, donc je ne donnerai pas l'exemple. Donc je termine là-dessus. Il me semble que c'est ça le point absolument fondamental, c'est les motivations intrinsèques dans les fonctions régaliennes. Et je terminerai en disant, il ne s'agit pas de dire qu'aucune réforme managériale n'est possible dans la fonction publique, ce n'est certainement pas le propos, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont été mises en place et qui sont expérimentées dans beaucoup de pays, dont par exemple les motivations par la mobilité interne, par les carrières, par les indicateurs de performance, mais pas individuels, etc., etc. Donc il ne s'agit pas de dire on ne peut rien faire, il s'agit simplement de rappeler ce que les économistes ont pointé comme effet pervers d'une simple indexation des outils de rémunération du privé aux fonctions régaliennes. Merci. Jean-Christophe Ordonneau, je suis associé chez Melcion Chassagne, on est des spécialistes de l'entrepreneur, mais ça part de rapport. C'est une question que nous avons déjà discutée avec Maya. On parle des motivations intrinsèques comme étant des motivations très fortes chez les fonctionnaires, mais c'est vrai chez tout salarié. Et donc, est-ce que finalement, la question de la motivation et du management de la fonction publique n'est pas polluée par les erreurs qui ont pu être faites dans le cadre du privé, quoi? Donc je pense que c'est à vous de répondre. Vous avez parlé de la conscience de l'intérêt général, d'ailleurs, c'était un élément de réponse déjà. Oui, tout à fait. Alors, il ne s'agit pas d'être schématique. En fait, tous ces éléments-là, ce que l'Azir montre, qui est donc le fondateur de l'économie du personnel, c'est que tous ces éléments-là sont partout présents dans tous les emplois. On a des effets multitâches, on a des effets d'incitation. La question, c'est où est-ce qu'on met le curseur, C'est-à-dire que dans tous les cas, vous avez la motivation intrinsèque qui diminue, mais la plupart du temps, ce n'est pas très grave. C'est-à-dire l'effet final, il reste positif. Dans la fonction publique, où l'intérêt général, où il y a une valeur, où la motivation intrinsèque est importante, là, l'effet va être globalement négatif. Je prends un exemple, donc, parce que je retrouve le temps grâce aux questions. Un exemple, ce sont tout ce qui est dons de sang, par exemple. On sait que lorsqu'on paye les dons de sang, en fait, leur nombre diminue. C'est quand même étonnant. D'accord, lorsqu'on rémunère les dons, en fait, ils diminuent. C'est pareil pour les activités bénévoles. Ça aussi, c'est démontré. Alors, après, comme un économiste célèbre l'a dit, on dit « pay enough or don't pay at all ».
C'est-à-dire, soit les rémunérations extrinsèques sont suffisantes pour compenser cet effet, soit elles ne le sont pas, et en tout cas, il ne faut pas un tout petit peu payer, c'est-à-dire détruire la motivation intrinsèque sans compenser. Et donc oui, dans le privé, on a des effets d'écrémage, mais c'est une sonde d'arbitrage de coût-avantage, suivant les métiers, entre l'avantage en termes d'incitation extrinsèque, en termes de quantification de la performance, et les inconvénients par ailleurs. Mais il y a beaucoup de travaux sur les emplois privés qui démontrent beaucoup d'effets pervers également. Oui. Merci. Autre question ? Oui, monsieur, troisième rang. Voilà le micro. Bonjour, je suis étudiant dans cet établissement. Et je voudrais savoir d'abord, en m'adressant peut-être plus directement à monsieur Canivet, si l'on trouvait dans le bloc de constitutionnalité français des éléments qui pourraient empêcher de confier à des organisations privées des prérogatives régaliennes. Et la seconde question, pour aller dans le sens de la réflexion initiée par monsieur Leclerc, serait de savoir si l'on pouvait imaginer des effets positifs au recul des prérogatives régaliennes. Très bien, monsieur le Président Canivet. Question difficile, ça me colle. Vous voulez travailler dans le secteur public ou privé? C'est une petite question comme ça. Vous êtes en dernière année? Oui. Ça se trouve dans le bloc de constitutionnalité, puisque l'article 1er de la Constitution parle de la souveraineté de l'État. Et ensuite, l'article 73, près du micro, merci. Et l'article 73 de la Constitution énumère les fonctions que l'État ne peut pas déléguer. Voilà, donc c'est tout à fait dans le bloc de constitutionnalité. Encore une question, ou plusieurs même? Heureusement que je savais. Non. Oui. L'article 73, ça impressionne. Je ne sais pas qui le vérifie. Patrick Hubert, avocat. Vous avez peu parlé du progrès technologique. Alors, est-ce que ça veut dire que dans les fonctions régaliennes, il ne joue pas de rôle? Que l'exemple, par exemple, des fonctions militaires où tout progrès de la lance s'est accompagné par un progrès du bouclier rend tout le monde déprimé sur la possibilité d'améliorer l'efficacité par le progrès technologique, ou est-ce que certains d'entre vous ont des choses à dire sur le sujet, le progrès technologique comme source d'amélioration des fonctions régaliennes? Qu'est-ce qui souhaite répondre à cette question? José? Oui, j'ai donné en passant un exemple qui sont les satellites. L'existence des satellites permet d'améliorer immédiatement les fonctions régaliennes de surveillance et de sécurité. Et ça vaut pour la sécurité, la défense, comme pour la sécurité environnementale. La dernière réunion du G20, les ministres de l'Agriculture, dans la déclaration finale, recommandent qu'on mette en place, ils nous ont confié la coordination d'un système mondial satellitaire de surveillance agricole, de façon à avoir plus de transparence sur la production mondiale agricole. Donc voilà un exemple. On pourrait débattre du nucléaire, mais là c'est plus, je ne pense pas que ça améliore directement la fonction régalienne, mais ça pose des problèmes supplémentaires à la fonction régalienne. Donc ça ne répond pas à votre question. Satellite, c'est la bonne réponse. On pourrait ajouter les technologies de l'information. Oui, on en a parlé un peu tout à l'heure. En matière de justice, la preuve pénale par la preuve scientifique, c'est un saut technologique considérable. La surveillance électronique, le bracelet électronique est un saut technologique considérable sur la manière de s'assurer de la personne des individus qu'on veut contrôler. Donc, il y a bien une incidence de l'innovation technologique qui change la nature des missions. Mais ce que je pense aussi, c'est que ça externalise à la fois la possession du savoir et la mise en œuvre des pratiques, des techniques. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, les exemples donnés par Guy Canivet et les miens, ce sont les fonctions de surveillance et de vérification. Donc qu'elles soient liées à des aspects judiciaires, pénaux ou environnementaux ou de défense, à chaque fois, les progrès technologiques permettent d'améliorer ça. Peut-être juste aussi rajouter l'administration électronique, parce qu'en fait, à la fois en France et en Italie, tout à l'heure, il y avait M. Bassanini qui a fait la réforme italienne de l'emploi public. L'administration électronique a été absolument une étape fondamentale dans la modernisation des services publics, parce qu'elle a permis une réelle amélioration du service à l'usager, à la fois en termes d'égalité d'accès aux services, si on pense à toutes les allocations, par exemple, à la dématérialisation, aux services que vous connaissez de fiscalité, déclaration d'impôt sur le revenu, etc.,
Il y a aussi des éléments moins positifs qu'il faut évoquer, comme la vidéo, effectivement, le fait que vous connaissez effectivement des éléments de surveillance. Est-ce qu'il est vraiment souhaitable pour diminuer le coût de la justice que le juge d'instruction voit son prévenu par vidéo plutôt qu'en direct? Je ne sais pas, c'est une question ouverte. Encore une question? Non? Pas d'autres réflexions? Peut-être, Françoise, quelques mots de conclusion? Juste un mot très rapide. Je pense qu'il y a l'appel de la Dame aux camélias et la fatigue de tous. On a exploré les mouvements du curseur entre l'exercice des fonctions régaliennes par un État souverain et la délégation d'une partie de ses fonctions. Alors on a exploré ces mouvements. On n'a sûrement pas arrêté le curseur quelque part. Je crois qu'on s'est aperçu de beaucoup de choses, enfin en tout cas on les a rappelées, à la fois des nouveaux équilibres internationaux et du nombre limité de pays disposant de moyens leur permettant d'assurer dans de bonnes conditions l'exercice de leur souveraineté, la force de certaines entreprises et même d'individus. On a vu aussi la mise en commun éventuelle de cette souveraineté pour certains objets ou sujets, et notamment pour ce qui est des biens publics globaux qui relèvent naturellement de décisions transnationales. On a vu en même temps le caractère stable de l'État et le fait qu'il s'agit plus d'aménagement et d'exception à la souveraineté que d'entorse véritable. Et puis, j'ajouterais enfin rapidement le rôle de la confiance, de l'efficacité, mais aussi de l'éthique et de la symbolique qui se joue derrière cette question de l'exercice de la souveraineté et des fonctions régaliennes. Enfin, un dernier point, c'est les risques d'effets pervers qui sont toujours là et qui impliquent beaucoup de prudence dans la manière de travailler ces questions. Merci à tous en tout cas.